Voilà, et je vous propose de tout de suite démarrer par une première restitution de l'atelier participer dans son quartier et si c'était comme entrer dans un café, un titre évocateur. Donc les grandes propositions qui sont sorties, c'était vraiment la question de la transparence. Transparence dans le processus, dans les règles qu'on donne au départ, mais aussi la question du droit de suite. La question de garantir l'égalité d'accès, participer c'est bien, mais voilà, il y a encore cette question de la fracture numérique qui vient, la question de la barrière de la langue qu'on a évoquée aussi ce matin par exemple, et des structures qui peuvent nous aider à ça, donc aussi peut-être un besoin d'accompagnement pour garantir cette égalité d'accès à la participation. De trouver les bonnes échelles, les bons sujets et les bonnes temporalités. La participation, c'est du long terme, c'est des étapes, c'est un processus auquel il faut laisser du temps. Donc la question du temps est beaucoup ressortie, notamment, on y reviendra sur les interpellations. Et aussi la question d'une parole citoyenne, d'une expertise citoyenne qui doit être légitimée, qui doit être prise au sérieux en tant que telle, comme toute autre forme d'expertise. Donc là aussi, vous allez le voir tout de suite dans les interpellations, des choses assez fortes là-dessus. Donc sur les interpellations, que les habitants soient appelés à se mobiliser sur du projet participatif qui partent d'eux, qui répondent à leurs attentes et préoccupations et pas simplement à celles des institutions, en leur donnant les moyens pour qu'elles soient interpellantes des institutions. Qu'on laisse quand même de la place à une participation informelle et spontanée, sans essayer de vouloir à tout prix l'institutionnaliser. Que les institutions soient transparentes, on retrouve ce terme-là dans le processus participatif qu'elles mettent en place, qu'elles apprennent à faire confiance aux habitants. Donc transparente, ça veut aussi dire jusqu'où on peut réellement aller, jusqu'où votre parole pourra atterrir. Reconnaître le droit de suite, de ne pas s'en tenir à uniquement un premier moment et un seul moment, un one-shot, une grande réunion publique, mais qu'il y ait vraiment un retour aux citoyens et un suivi de la réalisation et de l'impact des actions réalisées dans le cadre de projets participatifs. La question de la légitimité qu'on retrouve donc là, il faut légitimer la parole des habitants, structurer des politiques publiques qui donnent aux habitants un réel pouvoir d'agir et de codécision, donc franchir cette échelle de la participation et peut-être aller sur 2 ou 3 crans au-dessus. Et puis enfin, pour tout ça, lever des freins d'accès à la participation citoyenne qui sont encore nombreux, comme la barrière de la langue, comme l'usage des outils numériques, et expérimenter des formats de participation différents pour accueillir aussi des nouveaux habitants, des nouveaux citoyens au long cours dans les processus participatifs. Voilà pour les interpellations assez fortes, il me semble, sur cette question de la participation. Donc, on va se les garder en tête. On fera ensuite, après la restitution de l'autre atelier. Mais j'aimerais tout de suite donner la parole à Raphaël, qui a participé à cet atelier-là et qui va peut-être aller appuyer encore un petit peu, notamment de ce point de vue de membre du Conseil citoyen de Givors. Raphaël. Bonjour à tous. Est-ce qu'il marche ton micro? Oui, là, il va marcher. Vas-y. Bonjour à tous. Non, alors tiens. Je prends le tien, comme ça c'est bon. Bonjour. Donc du coup, au final, le Conseil citoyen, ça a été remis en place très récemment à Givors. Volonté de la municipalité, dont M. le maire était en intervention ce matin ici. Une formation peut se faire pour permettre aux habitants de quartiers populaires de pouvoir se former un peu à tous les acronymes et puis de savoir ce que c'est que le renouvellement urbain aussi. 4 jours intensifs, mais très intéressants. De permettre aussi, peut-être, si j'ai eu une petite interpellation à faire là-dessus, c'est peut-être de voir plus sur un niveau local, essayer de permettre aux citoyens, quand ils intègrent ce genre de conseil, c'est d'avoir une mini-formation, un peu sur tout ce qui est acronyme, un peu ce qui est un peu plus technique. C'est vrai que les gens vont venir à une réunion, à 2 réunions, à la 3e, ils vont déserter. Parce qu'ils ne vont pas se sentir plus concernés que ça. Et pour fédérer une parole de citoyens, il faut vraiment qu'il y ait derrière quelque chose d'un engagement fort et que ça soit dans les 2 sens. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Il faut après avoir une volonté de vouloir faire changer les choses. Il faut aussi que les gens ne soient pas comme tels, quartier populaire, oui, mais ils arrivent avec, dans certains quartiers, des projets, des envies. Et puis, il y a certains élus qui vont dire, ben oui, on a une ligne électorale, ça sera prochaine mandature et encore. Il faut arriver à être aussi un peu souple.
Mais voilà, après, on est bien encadré sur les conseils citoyens. Après, les choses se feront petit à petit. Il faut remettre un peu tout ça en place. Jusqu'à 2030, ils vont être validés sur les contrats de ville. C'est l'info que j'ai eue en formation. Mais après, à voir ce que ça va donner, parce qu'il faudra peut-être songer à une autre forme de participation citoyenne. Laquelle, j'ai pas l'idée. Mais ça sera peut-être à faire une table ronde ou quelque chose dans le genre et essayer de trouver. Ok, merci. C'est déjà une interpellation sur laquelle on pourra sûrement rebondir après. Les conseils citoyens, ça a beaucoup aidé, ça a amené des choses, mais il n'y a pas que les conseils citoyens, on revient aussi à d'autres formes de participation. La question de la formation, je vous invite à la garder aussi en tête. L'outillage, comment on outille les habitants pour l'expression citoyenne. Il me semble que Raphaël nous dit des choses assez fortes là-dessus. Je crois que la Lily doit être dans le coin pour nous dire quelque chose de la participation. Nous sommes juste là. Pardon. Merci. Bien, est-ce que ça va toujours bien? Oh, c'est le temps de la digestion, hein? Est-ce que ça va toujours bien? Bon, tant mieux. Donc, voici, nous avons participé aussi, enfin pas participé, mais nous avons assisté à cet atelier sur la participation. Comme tout à l'heure, je vais juste vous redonner un tout petit peu quand Sylvain parlait de notion de café. Le style d'animation, ça a été le World Café, c'est-à-dire qu'il y a des tables, et puis on discute d'un sujet à une table, et puis après, au bout d'un moment, on change de table pour aller changer le sujet. C'est-à-dire, c'est pas les sujets qui changent dans la table, c'est les gens qui changent de table pour changer de sujet. Voilà, pareil que tout à l'heure, c'est de vous dire ça va vous permettre de comprendre ce qu'on va faire. Toujours le code, hein, quand on se retourne, c'est la folie au transbo. Et puis, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, c'est parti, nous avions envie de vous raconter la légende de la participation. Dans ce monde que l'on reconnaîtra peut-être, dans ce temps que l'on reconnaîtra peut-être, le temps est un mot important. Il y eut une grande terre prise d'assaut et une guerre incroyable, la guerre des temps, qui vit opposer le temps citoyen et le temps des institutions. Non, écoutez, je suis d'accord et j'entends vos problématiques. Cela dit, il faut que je fasse un audit. Et à mon avis, nous ne verrons pas ça sur cette mandature. Nous verrons ça la prochaine... Enfin, vous plaisantez! Je suis missionné par Arthur. Non, j'entends bien que vous en avez besoin sur le terrain, mais je dois simplement vous dire que nous avons une ligne éditoriale et que ce n'est pas pour l'heure le moment... Oh, attention, vous allez goûter de mon épée, hein. J'ai avec moi la parole des citoyens et nous avons une grande urgence. Dura jusqu'à ce qu'il y eut un jour la réconciliation autour de la soupe aux idées. Mais qu'est-ce que c'est que cette soupe aux idées? Bien écoutez, maintenant que nous avons échangé nos expériences, maintenant que vous et moi, nous savons ce que nous pratiquons chacun dans notre contrée. Vous avez rangé l'épée au fourreau? J'ai rangé l'épée au fourreau. Je la garde néanmoins ici, au cas où. À partir de ce moment-là, tout le monde fut nommé chevalier. Et on se retrouva sur une grande table ronde. Bonjour, bonjour. 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 Excusez-moi, je suis un peu en retard à la taverne. C'est pas grave. Alors, nous sommes ici tous chevaliers pour discuter du fait de comment faire venir les gens à une réunion pour savoir comment faire venir les gens. Et nous vous avons fait venir, vous, exprès vous, parce qu'on sait que vous parlez plusieurs langues. Hein. Voilà. Oui. Voilà. C'est important de parler plusieurs langues afin que tout le monde se comprenne. Vous, madame, allez-y. Alors bon, nous, on risque de pas... Ce que je propose... Comme on a un problème de langue, vous mangez? Tous. Bon, eh ben on va passer sur la nourriture. Oh, bah, très bien. Oh, parce qu'on parle le même langage au niveau de nourriture. Oui, farine. Attendez, bougez pas. Ding. Excusez-moi, si vous voulez bien qu'on change, pardon. Excusez-moi, il faut changer parce que quand on change... Ah oui, c'est le World Café, c'est le World Café. Ben, c'est le World si vous pouvez Café. changer de place... Ben oui, je vous propose... N'hésitez pas à vous lever, à changer légèrement de place. Vous aussi, il faut changer parce si que... vous pouvez légèrement, merci. Voilà, ben... Voilà, merci. C'est-à-dire que, on a jusqu'à 20h comme ça, voilà. Alors, ce ne sont pas les chaises musicales, mais presque. Non, mais bon, c'est... voilà. Oh, bah voilà. C'est donc vous qui avez le sujet à nous apporter. C'est à vous. Alors, moi, je voulais juste dire que d'où je viens, j'ai déjà été interrogé plusieurs fois, j'ai déjà participé plusieurs fois, et je dois dire que je ne sais absolument pas si ce que j'ai dit a servi à quelque chose. Oh, si ça sert toujours à quelque chose. Et je revendique le droit de réponse. Ah,
Non, pas du tout. Le droit de suite. Le droit à la parole. Le droit... Non, bah ça, je l'ai prise. Ah oui. Non, je voudrais savoir ce non, qu'on alors, fait. non, parce que, excusez-moi, mais il y a le droit et il y a les droits. Ting! Excusez-moi, pardon. Allez-y, je vous en prie. Pardon. Excusez. Quant à moi, j'ai envie de dire une chose. En tant que chevalier, déjà, j'en ai marre. Je trouve que ce que je dis n'est jamais écouté. Vous, je vous crie dans l'oreille. Vous êtes sûr que vous l'entendez? Et toutes mes excuses. Mais on me demande sans arrêt d'intervenir et jamais on écoute ce que j'ai à dire. Oui, Et je le dis comme ça, tout de go. Bon, je vous ramène à la maison, hein? Non, mais ici, il faudrait lever les freins de votre siège roulant, par contre. Non, je veux participer. Oui, il faut lever les freins de la participation. Excusez-moi, mais il me semble que nous devrions tous se décaler vers la taverne. Ah? Oui, les sujets ont été exploités ici. Très bien. Je propose qu'on les exploite ici. Oh, kikling. Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble quand même important que dès que j'ai une langue de bois, vous m'arrêtiez. Top! Ah, c'est toujours la même chose. Ah mais, je vous ai dit, hein, nous avons une forme d'urgence, nous avons besoin d'être entendus. Très bien. Si nous trouvions d'autres façons de participer. Oui, vous avez une idée en tête? Alors j'en ai une. Dès que quelqu'un dit quelque chose, je dis ce que je pense. Oh oui, ça c'est intéressant. Je dis pas que ça va faire avancer les choses, mais au moins ça me vide. Oui, non mais essayons. Oui, alors si par exemple, vous êtes ma femme... Ah, je n'ai pas dit oui. Mais bon, allez-y, ça me fera plaisir. Chérie, je suis harassé, j'ai besoin de me reposer. Eh bien, moi aussi, car nous faisons le même métier, il n'y a pas de raison que tu le fasses tout seul. Oh, que ça fait du bien! Oh, que ça fait du bien! Oh, mais attends, est-ce que je suis légitime pour te dire ça? Ah! Ah non, alors là, normalement, tu viens de répondre. Eh oui, je crains que oui. Voilà. Oui. Car on est tous légitimes, c'est ça que tu Oui, voulais dire? on est tous légitimes, oui, ça m'embête un peu, mais oui. Bon, bah tu es légitime, vas-y, dis-moi. Dis-moi d'autres choses. Ben non, mais je l'ai dit. Et tu sais quoi, ça fait du bien? Tu te sens déjà mieux? Ben de pouvoir dire les choses, ça fait quand même du bien. Parce que si on a, comme toi, comme moi, comme tous ces gens avec qui vous pouvez reprendre votre place, hein. Mais comme tous ces gens, on a la volonté de faire changer les choses. Ouais. Et donc si on a la volonté... Eh bien, on y met les moyens. Et si on y... bah, il faudra qu'on demande les moyens. Ah oui, il faut demander mais les moyens. Il y a des tuyaux, souvenons-nous. Il y a des grands tuyaux qui passent. Oui, c'est vrai. Bon, bah demandons les moyens. C'est bon? Et parce que la fin justifie les moyens. Bon. Eh ben... Je range définitivement mon épée. Et moi je vais participer. Et je me dis que tous ensemble, autant qu'on est, participons autour de grandes recettes de cuisine. Autant la nourriture qui nous rassemble tous. Vous avez quoi comme je vous dérange? Mais non, elle est sur Marmiton, la dame, justement. Oui. Regardez. Quiche Lorraine. 3 œufs, une pâte feuilletée. Alors, notez tous, s'il vous plaît. Vous avez quoi comme plat chez vous? Qu'est-ce que vous aimez manger? Pour de vrai, je dois répondre? Ah bah oui, si vous le souhaitez. Après, vous pouvez improviser, on sait faire. Oui, non, juste votre plat préféré. Les ravioles. Les ravioles. Qu'est-ce que c'est donc que les ravioles? C'est de la pâte et de la garniture? Oui, et quelle garniture? Du comté, beaucoup de comté. Inventons notre garniture. Inventons notre participation. Et vive les ravioles! Pardon. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Vous avez joué le jeu, merci beaucoup. Merci beaucoup à la Lily. On vous a demandé de nous bousculer. Ça s'est fait au sens propre du terme. J'espère que tout va bien pour vous là-bas. Alors, du coup, sur cette séquence-là, on a un deuxième atelier. Là, on a parlé beaucoup participation, on y reviendra. Donc, je vous invite à garder en tête les interpellations. Mais c'était aussi un deuxième atelier qui était plutôt sur le cadre de vie. Mon quartier au quotidien, habiter les quartiers populaires. Et on va regarder la petite vidéo de cet atelier pour démarrer. Le but là, c'est vraiment de détailler ce que vous ressentez par rapport à un lieu. Vous allez voir que vous pouvez remettre en haut exactement l'intitulé du lieu et faites en sorte qu'on puisse le retrouver, ce lieu, par rapport à un quartier précis. On a mis un petit peu de temps avant de démarrer, mais une fois qu'on a démarré, on est bien là, je pense. On est bien. Je pense qu'on va avoir une bonne table. Vous aimez un peu, beaucoup, vous adorez?
Non. Vous aimez? Dubitatif, ça fait beaucoup tout ça. Non. Il y a écrit « Prendre les plaintes des femmes victimes de violences, éduquer ou punir les auteurs ». Les idées qui sont ressorties, c'est surtout de l'aménagement des endroits où les habitants puissent se retrouver sans crainte, échanger, peut-être pas dans un lieu institutionnel, mais plus des espaces où ils peuvent se retrouver en tant qu'habitants. J'ai eu que des échanges pertinents avec des tas d'acteurs qui avaient différentes casquettes. Franchement, c'était une journée intéressante où tout le monde partageait, on va dire, son vécu et puis sa vision, on va dire, des quartiers populaires. Finalement, sur la thématique cadre de vie, il est quand même ressorti. C'est ce qui ressort toujours, quoi. C'est les problématiques de propreté, de sécurité, de tranquillité. Et malgré tout, à la première animation, on nous demandait ce qu'on n'aimait pas dans les quartiers, que ce soit là où on travaille ou où on habite. Et les personnes avec qui j'étais avaient beaucoup de mal à trouver des choses qu'elles n'aimaient pas. Ces assises de quartier sont formidables. L'importance qu'on améliore et qu'on soit acteur, qu'on écoute les gens de terrain. Parce que les gens de terrain, c'est pas qu'ils savent mieux, mais ils sont en contact avec les gens désœuvrés. Il y a une vision beaucoup trop technocratique de la ville, beaucoup trop abstraite, à mettre tout dans des cases. On devrait vraiment passer beaucoup plus de temps sur le terrain, à écouter les gens, parce que souvent ils ont des bonnes propositions. Donc c'est associer les habitants le plus en amont possible, et puis les garder, quoi, ne pas les décevoir. Ça demande beaucoup d'énergie si on veut transformer les choses, mais elles ne se transformeront pas toutes seules. Et elles se transformeront qu'avec les habitants. Parti sur le projet de Bienvenue chez vous, donc un endroit où on pourra faire plein de choses, où tout le monde sera bienvenu. Il y a une phrase qui m'est restée dans la tête et que ma mère me disait, on rit ensemble, on pleure ensemble. Quand il y a des drames, on est là, on accompagne. Quand il y a des joies, on est au mariage, au fêtes, on partage tout. Voilà. Parce qu'on se plaint des banlieues, c'est vrai qu'il y a des petits soucis. Mais ce n'est pas que ça, les banlieues. C'est la solidarité, c'est le partage. Voilà, sur ce petit message d'espoir. Alors, John, on vous a vu dans la vidéo, je crois que vous avez participé à l'atelier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette question particulière du cadre de vie ? D'abord, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette initiative des Assises des quartiers. Plusieurs choses. Avant propos, j'espère qu'il y aura une deuxième phase beaucoup plus inclusive pour les habitants des quartiers et où on recensera davantage un peu plus leur participation et que ça se traduise aussi à travers les différents ateliers. Maintenant, sur cet atelier cadre de vie, c'est un atelier où j'ai trouvé très porteur, en tous les cas, d'initiative. Maintenant, voilà, j'aimerais aussi qu'on se penche, en tous les cas, sur certaines thématiques, comme le logement indigne, qu'on se penche sur la gentrification, comment, dans ces territoires, on peut aussi concevoir une mixité sociale sans exclusion et mise à l'écart en deuxième, troisième couronne de ces populations qui vivent, comment on peut aussi re-questionner l'aménagement de ces territoires tout en prenant en compte ce que ces habitants ont à dire. Il faut qu'en fait, on ne soit pas que dans l'écoute, parce que l'écoute, ça fait 40 ans
que nous entendons que le mot écoute, écoute, écoute. Aujourd'hui, nous, en tant qu'habitants de ces quartiers, on aspire à être co-décisionnaire de tout ce qui va se jouer sur ce nouveau contrat de ville. Que ce nouveau contrat de ville, qui sera sûrement une écoute sélective, ça c'est sûr, on en a conscience, soit à l'image pleinement de ce que les habitants veulent. Et quand je parle de gentrification, quand je parle de logement indigne, c'est aussi une volonté de mieux vivre. Parce que quand je prends des exemples sur nos quartiers, je pense sur les Minguettes, mon quartier où je réside, il y a des lacunes sur l'accès au logement pour les handicapés, sur la relation entre habitants et bailleurs, où on remarque sur certains quartiers, par exemple, je vais donner un exemple concret qui s'est passé récemment, on a eu des pannes d'ascenseurs sur un quartier de la ZUP, et c'est la mobilisation justement des jeunes qui ont permis justement à venir en aide à des personnes en situation de handicap, parce que des habitants ont dû porter d'autres habitants par solidarité jusqu'à leur logement. Et ça, c'est pas normal quand on connaît toutes ces thématiques depuis justement 40 ans. Voilà. Merci beaucoup, John. Je crois que c'est très clair. Ça fait parfaitement le lien entre les deux thématiques de cette séquence, et participation, solidarité, et en même temps aussi le cadre de vie. Donc très rapidement, je pense que beaucoup de choses ont été dites déjà, mais sur cet atelier-là, voilà, il y avait la question de l'accès aux espaces de loisirs pour toutes et tous, avec l'accessibilité universelle derrière, des grands espaces verts. L'idée de supprimer l'habitat indigne, on va y revenir aussi, je pense, pendant la table ronde, et ça a été très bien dit par John. Multiplier les espaces de vie sociale en s'appuyant sur des acteurs qui sont engagés. Il y a voilà, le développement de services aussi, d'espaces de convivialité. La proximité qu'on revoit encore ici, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, mais être en proximité. Et la question de l'apaisement des espaces extérieurs, notamment les bas d'immeubles, mais aussi les stations TCL, etc. Voilà pour les grands éléments. Pour les interpellations sur cette question du cadre de vie, une interpellation vraiment sur des quartiers apaisés et en sécurité, le jour comme la nuit, parce qu'on voit très souvent dans les ateliers qu'on n'a pas, c'est pas le même quartier jour et nuit, avec la lutte contre les trafics dans les parkings, les bas des immeubles. Il faut pouvoir compter sur les forces de l'ordre pour garantir la sécurité dans les quartiers, avec des interventions de leur part sans discrimination. Des logements dignes et des équipements culturels, pas seulement des médiathèques. Des commerces de proximité de qualité et accessibles qui permettent de renforcer les liens sociaux dans le quartier. Donc des lieux de lien social, d'échange intergénérationnel. Les centres sociaux ont été beaucoup mis à l'honneur. Des espaces verts de grande ampleur dans les quartiers populaires qui permettent aux habitants un accès à la nature de manière proche et qui permettent aussi d'ouvrir le quartier au pourtour vers les villes alentours. Des bailleurs à l'écoute qu'on puisse contacter facilement. Et enfin, des équipements sportifs fréquentés par des femmes et des hommes, par des jeunes et par des seniors, donc dans une logique d'accès à toutes et tous. Voilà pour les interpellations sur cette question spécifique du cadre de vie. Donc on va faire maintenant l'exercice difficile de revenir sur ces interpellations-là en s'adressant à vous. Je vous demande, donc on se l'est dit déjà, cet effort de timing, encore une fois, je suis désolé, je vais jouer ce mauvais rôle-là. Et on va essayer de faire le lien entre des interpellations entre le cadre de vie et la participation, en fléchant un petit peu aussi les demandes. Donc j'ai envie de m'adresser tout de suite à Thierry Pouzol, donc le maire de Fontaine-sur-Saône, et merci d'être là. On l'a vu, hein, les interpellations nous disent à la fois des envies de participation et d'engagement, mais voilà, on sent aussi que ces citoyens engagés, c'est des citoyens qui veulent évoluer dans un quartier apaisé. On sait très bien que les enjeux de sécurité, ça a été très bien dit dans la vidéo, ressortent très souvent dans les ateliers, dans les réunions publiques. On sait souvent que ça prend le pas, et sûrement légitimement, ça prend beaucoup de place dans les débats. Donc moi, je me demandais comment vous, monsieur le maire, à Fontaine-sur-Saône, vous œuvrez, vous avez 2 quartiers, je crois, prioritaires, comment vous œuvrez de manière concertée, donc vraiment avec l'idée des habitants derrière, pour améliorer ce cadre de vie dans vos quartiers, tout en contribuant à l'engagement des citoyens. Comment vous arrivez à concilier ça ? Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et l'organisation de ces assises. Je vais essayer de répondre peut-être indirectement à votre question, mais finalement c'est assez facile de rebondir sur ce que John a dit. C'est John, hein, c'est ça ? Puisque vous avez dit exactement ce que je pense et ce que je vis en tant que maire.
on va parler d'un quartier pour lequel on a eu la chance d'avoir du renouvellement urbain et où aujourd'hui on a quand même une qualité de vie qui est assez intéressante. Et puis on a un quartier qui est en quartier de veille active et qui lui est en train sensiblement de se dégrader. Et je voudrais plutôt me concentrer sur cet espace-là pour dire quoi ? Pour dire que si on veut à un moment donné, Dieu sait qu'on a de l'engagement des citoyens, ils viennent nous voir, on fait des choses avec eux, sans doute pas suffisamment. Mais si on veut l'engagement des citoyens, il faut, je pense, penser à deux choses. Je reviens sur ce que John a dit. Il faut être bien à l'extérieur et il faut être bien à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas ces deux composantes en tant que citoyen, on fait focus sur des difficultés majeures de vie et on a du mal à s'engager. On a du mal à dire, finalement, on va essayer de encore mieux vivre ensemble, de construire des choses ensemble. Ce que je constate, moi, c'est que sur le premier point, vous l'avez évoqué, c'est la notion de quartier apaisé. J'ai reçu un mail pas plus tard que ce matin d'une habitante qui me disait « Monsieur le maire, c'est plus possible, j'ai 30 personnes jusqu'à 2 h du matin en bas de mon immeuble qui font du bruit, a priori un peu de trafic. » Je crois que le président lui-même a parlé de trafic. C'est plus acceptable, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas vivre. Un cadre de vie, c'est un cadre où on vit, où les habitants vivent. Tous les jours. Ils se lèvent, ils sortent, ils rentrent, ils vont au service public, ils vont prendre un bus, ils vont dans un commerce. On y vit. Et avoir en permanence comme ça ces questions d'intranquillité et d'insécurité, sans stigmatiser les quartiers, eh bien c'est quand même quelque chose de très difficile. Et je pense que le contrat de ville prochain, il devra prendre en compte au travers des actions ces questions d'intranquillité, d'insécurité, de petite délinquance et de délinquance. C'est difficile de vivre dans ces conditions. Premier point. Deuxième point, et là aussi John l'a évoqué, c'est la rénovation urbaine, c'est le maintien de l'habitat. On a des quartiers qui datent des années 50, c'est le cas à Fontaine. On est en 2023. Le calcul est assez vite fait. Et moi, je remercie d'ailleurs les bailleurs sociaux qui font des efforts considérables pour nous aider à faire que ce bâti se maintienne. Mais on est loin du compte. Ce n'est pas satisfaisant. Il faut aller plus loin. Quand je dis qu'on est en 2023, c'est que, sans parler d'habitat indigne, je parlerai d'habitat plus confortable, plus aéré, plus éclairé, mieux renforcé énergétiquement. Enfin bon. C'est de ça dont on a besoin, clairement et distinctement. Donc moi, j'essaie d'être assez pragmatique, assez lucide. Si on arrivait à faire en sorte qu'à l'intérieur, on soit un petit peu mieux et qu'à l'extérieur, on fasse des choix sur les investissements qui sont les nôtres en matière de rénovation, d'aménagement urbain, on aurait effectivement des quartiers plus apaisés et des quartiers plus beaux. Et je pense qu'on arriverait à faire en sorte que les gens s'investissent beaucoup plus. C'est ce que je pense sincèrement après 10 ans d'exercice en tant que maire. Et puis une dernière chose, c'est de dire finalement, puisqu'on est quand même là pour travailler sur les futurs contrats de ville, je regrette que le ministre n'ait pas pu nous rejoindre et qu'il soit au premier rang, parce que j'ai envie de lui dire cette notion justement d'acronyme QVA, QPV, tout ça, ça n'intéresse pas les habitants. Par contre, nous, politiques, ça nous intéresse. Parce que justement, derrière, il y a des financements. Donc les QVA, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt des quartiers en sommeil profond et qu'il faut revoir cette dimension-là. Tous les quartiers qui ont plus de 50 ans d'âge doivent être considérés comme des quartiers de politique de la ville. Et il faut tous les prendre en compte, les petits comme les plus grands, parce qu'on crée des poches qui de plus en plus se dégradent. Et finalement, on attend, le temps passe. Et la situation ne s'améliore pas. Donc c'est difficile, effectivement, quand on est maire d'une petite ville, d'être parfois confronté à des grandes institutions, dont l'État. Mais je pense que l'effort, il doit être fourni à ce niveau-là pour que le cadre de vie, quel qu'il soit amélioré. Excusez-moi d'avoir été... Je vous remercie, M. Pozol. Vous êtes quasi pile-poil dans le timing. Merci beaucoup. Du coup, ça va nous permettre de rebondir la question, encore une fois, de l'habitat indigne, du logement indigne, qui a été vraiment fortement évoqué. On a aussi entendu parler de cette écoute des bailleurs, ce besoin d'écoute des bailleurs. John aussi a dit des choses là-dessus. Il y a donc des interpellations là-dedans. Il y a des éléments qui sont directement dans votre cœur de métier. Donc quand je dis vous, c'est vous, Céline Reynaud, directrice générale de Est Métropole Habitat. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment vous agissez ou vous agirez
vraiment à la fois sur ces questions des logements indignes, et puis aussi cette histoire de posture d'écoute qui est vraiment appelée de leur vœu par les habitants, de bailleurs à l'écoute. On a vu des projets fictifs dans les ateliers, là, l'occupateur là, sur le bas d'immeuble, où le bailleur était imaginé comme étant un animateur aussi des bas d'immeubles. Votre posture là-dedans, elle se trouve où ? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le logement, ça a été bien exprimé lors des ateliers, mais ça a pu l'être aussi lors des travaux préparatoires au livre blanc de l'habitat de la métropole. C'est un élément fondamental dans le bien vivre, dans le mieux vivre de chacun et chacune d'entre nous. Et quand on n'a pas de logement ou qu'on considère vivre dans un logement qui n'est pas adapté à ses besoins, ça a des répercussions qui sont importantes dans sa vie personnelle, familiale, d'apprentissage pour les enfants, et puis aussi un petit peu d'estime de soi. Donc nous devons collectivement nous saisir de cette situation. Alors sur la question du mal logement, il y a une vraie question autour du traitement des logements eux-mêmes à travers des politiques de réhabilitation, dans lesquelles les bailleurs sociaux sont aujourd'hui engagés soit à travers des programmes de type ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, ou des programmes de réhabilitation qui sont aussi fortement soutenu par la métropole de Lyon et les collectivités pour transformer ce patrimoine, qui est un patrimoine, notamment dans les quartiers populaires, qui est vieillissant, parfois avec des équipements qui sont vétustes et qui, troisième niveau, ne répondent plus aux impératifs climatiques et énergétiques, et donc avec un enjeu de rénovation très forte. Et c'est important parce que s'il y a un enjeu social, c'est permettre aux locataires d'avoir des charges moins importantes dans ces logements par une meilleure isolation, mais aussi un enjeu climatique bien évidemment. Donc nous sommes engagés dans ces politiques. Il y a aussi un enjeu important autour des familles, des ménages eux-mêmes, c'est-à-dire comment on permet aux ménages de choisir le logement, le lieu dans lequel ils vont vivre. Alors là aussi, les bailleurs sociaux ont un certain nombre de dispositifs à leur main. Donc on a des politiques de mutation, on essaye de travailler aux situations de suroccupation ou de sous-occupation, de travailler, alors c'est un terme un peu jargonneux, dans les parcours résidentiels. C'est comment effectivement les ménages peuvent changer de logement au cours de leur vie, avec des produits autour de l'accession sociale ou le BRS par exemple, et puis des nouvelles choses qu'on espère mettre en place. Donc, par exemple, une bourse d'échange, là aussi, c'est une idée qui est sortie du livre blanc. En tout cas, on est vraiment mobilisés dans ces dispositifs, avec toutefois un point important sur la métropole, c'est de considérer le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de tension importante sur le marché du logement, qui rend la mobilité difficile pour les ménages, parce qu'une fois qu'on est dans un logement social notamment, on a du mal à en sortir, parce que le parcours vers le logement privé est difficile, parce qu'il y a un écart de loyer qui peut être très significatif, ou parce qu'on a une difficulté plus importante ces dernières années à construire du logement, ce qui rend bien évidemment plus compliqué la construction de nouveaux logements sociaux. Donc ça, c'est pour les situations de mal logement. Ensuite, la question de l'écoute. Derrière l'écoute, en fait, je lis presque le terme de considération, c'est-à-dire que les locataires souhaitent qu'on les écoute, c'est-à-dire qu'on soit présent sur le terrain, qu'on puisse avoir peut-être des gardiens, des agences, des points de contact, chaque bailleur choisissant son dispositif de proximité qu'il juge le plus adapté, le plus adéquat selon les territoires. Mais derrière l'écoute, en fait, j'entends beaucoup considération, c'est-à-dire que les locataires, ils attendent de nous qu'on puisse non pas forcément apporter une solution, parce que parfois on n'a pas de solution, mais une réponse à tout le monde. C'est-à-dire on nous pose une question, il faut qu'on puisse apporter une réponse qui parfois est une réponse négative, c'est-à-dire on souhaite une mutation, dans le contexte actuel c'est difficile, donc on peut apporter une réponse qui est malheureusement négative, mais en tout cas on s'est donné les moyens de donner une réponse. Donc ça c'est un point particulièrement important. Un deuxième, relativement à la question de la considération, nous avons travaillé aussi une forme d'attention plus importante à la manière dont on répond aux locataires. Et ça a été dit ce matin sur la table, la personne du PIMS qui disait, je reprends ces mots, on doit être moins administratif, moins techno. Nous aussi, je pense que c'est chez les bailleurs sociaux, on a un travail à faire sur comment on rend les choses plus facilitantes pour les locataires. Et puis dernier point,
et j'en terminerai, un enjeu autour des nouveaux dispositifs de participation des habitants. Ça a été indiqué par John juste avant. On travaille là aussi à de nouveaux dispositifs, hein, ça peut être des chantiers jeunes, des budgets participatifs, pour avoir une relation là aussi moins administrative avec les locataires. Merci beaucoup pour cet effort de synthèse aussi et pour avoir réussi à combiner ces deux réponses. Alors, on parle à la fois de participation de cadre de vie. Donc, on a vu dans les interpellations beaucoup de choses autour des attentes très fortes autour des lieux de vie, les équipements sportifs, leur mode de fréquentation aussi, les espaces verts, tout ce qui fait le bien public, tout ce qui permet de se rencontrer aussi sur les espaces publics. On sait très bien que tous les projets de renouvellement urbain exigent une forme de concertation. Donc là, ça fait vraiment très bien le lien. Je pense avec vos délégations, Madame Vessillier, vous êtes vice-présidente à l'urbanisme, au cadre de vie et au renouvellement urbain. Donc moi, j'aimerais bien savoir un peu comment, avec votre délégation, vous envisagez cette participation citoyenne dans ces enjeux de renouvellement urbain, sur la question des espaces publics. C'est quoi les étapes, c'est quoi les modalités? Enfin, on a entendu des choses sur aussi le bon timing, les bonnes temporalités. Le Conseil citoyen qui est un acteur parmi d'autres, mais il y a peut-être encore au-delà du Conseil citoyen. Raphaël nous le disait tout à l'heure. Bien, merci de me donner la parole sur ces questions évidemment importantes dans les projets de renouvellement urbain, parce que dans ces projets-là, il y a des choses qui peuvent être discutées avec les habitants et puis d'autres où c'est un peu plus délicat. Quand on décide d'un certain nombre de démolitions, évidemment, on ne le met pas à la concertation et je comprends que ça puisse être parfois délicat. Mais il y a des choses qu'on discute et c'est tant mieux. Et après cette journée-là, je me dis que ce qu'on fait déjà en matière de discussion avec les habitants sur les projets, il va falloir encore s'améliorer. Alors, effectivement, dans les projets de renouvellement urbain, on discute de l'aménagement des espaces publics et j'entends bien les demandes d'avoir des espaces verts généreux, des espaces apaisés, des espaces pour toutes et tous, parce que c'est des lieux de rencontre, des lieux de vie sociale. Donc, il faut les construire avec les habitants et on a eu dans les ateliers des témoignages de projets très réussis, justement, construits avec les habitants, notamment la place Bahadourion dans le 3e par exemple. Donc ça c'est très important et avec des nouvelles formes de participation, pas seulement la réunion publique, on présente les intentions, vous dites oui, non, mais on essaye d'inventer des formes un peu plus participatives justement, des balades urbaines, des ateliers de co-construction. On a fait récemment, pas plus tard que cette semaine, à Saint-Jean-Villeurbanne, le jeu de l'aménageur. Ça, je trouve que c'est une forme vraiment aboutie de discussion avec les équipes d'architectes urbanistes et les habitants et les acteurs du quartier. Il y en a qui sont dans la salle aujourd'hui, de dire où on met les logements, où on met le parc, où on met les logements, la hauteur, les commerces, l'école, le parc, etc. Ça, parce que c'est évidemment faire la ville, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est bien aussi que les habitants le travaillent très concrètement dans des ateliers de 3 heures où ils rentrent un peu dans ces choses-là et où ils disent leurs envies, leurs attentes en petit comité. Dans les espaces publics, on doit avoir, et les espaces sportifs, les espaces de loisirs en général, on doit avoir une attention au genre. Parce que j'ai entendu un chercheur il y a quelque temps dans le cadre de la semaine de l'égalité homme-femme dire que 75% de nos investissements publics à destination des jeunes pour le sport et les loisirs étaient occupés par des garçons, étaient à destination des garçons. Donc ça doit quand même tous nous interpeller. Quand dans les opérations de renouvellement urbain, on nous demande des city-stades et des city-stades, des city-stades, le chercheur en question disait il faut arrêter de faire des city-stades. Je pense que ça serait sans doute un peu délicat, mais je le mets au débat. En tout cas, qu'on ait l'attention au fait que les espaces publics qu'on va aménager, notamment les espaces pour les jeunes, soient bien appropriés par les filles, les femmes, c'est une attention importante et du coup, on le fait à travers certains projets, d'avoir des réunions, des balades urbaines, des ateliers avec des femmes qui expriment leurs envies, leurs attentes. On le fait à Vénissieux, chez la vice-présidente à l'égalité femmes-hommes de la métropole. Donc j'espère qu'on aura un aménagement à la hauteur des attentes des Vénitianes. Bon, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes. Et puis, un certain nombre de villes, dont Vaux-en-Velin, dont Lyon, dont Villeurbanne, dont Givors, ont mis en place des budgets participatifs. Et ça, je trouve que c'est une forme
intéressante pour que les habitants y proposent là des projets dans le cadre défini par les villes. Et d'ailleurs, plusieurs projets ont été proposés, retenus. Je me dis, et le président de la métropole n'est pas là, mais je me dis que du côté de la métropole, on pourrait peut-être aussi avoir cette idée-là de budget participatif en lien avec les communes, parce que pour le coup, c'est de la saisine spontanée des habitants sur leur espace public. Et je suis sensible aussi à la proposition de Mohamed Bechmach sur les tables de quartier, qui effectivement étaient dans des rapports qui ont déjà quelques années et qu'on n'a pas finalement mis en œuvre. Donc moi, j'y suis totalement favorable. Et je rebondis aussi sur les conseils citoyens. Dans les comités de pilotage de renouvellement urbain, on a les conseils citoyens. C'est plus ou moins effectif selon les communes, parce qu'effectivement, ça a plus ou moins bien marché, la mise en place de ces conseils citoyens. Mais peu importe que ce soit conseils citoyens ou autres acteurs du quartier, il me semble qu'il faut qu'on ait des représentants des habitants dans nos comités de pilotage. Et si vous me laissez encore une minute... 30 secondes. 30 secondes. J'ai lu dans les comptes rendus d'atelier quelqu'un qui disait que tous les habitants des QPV ont besoin de l'amour de la République. Alors moi je dis, eh bien ils ont aussi besoin de l'amour de la métropole. Et soyez assurés que vous l'avez. Et j'espère qu'à travers le contrat de ville métropolitain, nous le prouverons. Voilà un contrat métropolitain d'amour. Nous voilà sur un cap là qu'il va falloir tenir. Merci beaucoup. Du coup, vous avez fait le lien avec cette question de la participation citoyenne réglementaire dans le cadre du renouvellement urbain avec des instances. Voilà. Et on a vu dans les interpellations beaucoup d'appels à aussi la parole spontanée, donc les tables de quartier, ça permet peut-être ça aussi. Les conseils citoyens, c'est de la représentation d'habitants. Mais peut-être, voilà, il y a ce besoin aussi de spontanéité, de paroles plus informelles. On a vu des termes comme le pouvoir d'agir. Donc là, forcément, pouvoir d'agir, on ne peut pas ne pas s'adresser aux centres sociaux. Ça tombe pas mal. Pascal Gauthier, délégué général de la Fédération des centres sociaux du Rhône, c'est quand même votre fonction première, les centres sociaux. Vous êtes aussi au cœur des quartiers populaires pour la plupart. Comment vous l'accompagnez, ce pouvoir d'agir? Parce qu'on a vu aussi ces enjeux de formation dont parlait Raphaël tout à l'heure. Comment on accompagne le pouvoir d'agir, comment on le stimule, comment on fait en sorte qu'il se pose au bon endroit quand on est un centre social? Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de répondre à cette question ambitieuse. Tout d'abord, préciser que la participation des habitants pour les centres sociaux, c'est leur ADN. Et c'est le point socle qui est inscrit dans leur agrément délivré par la Caisse d'allocation familiale. Donc c'est vraiment avancer sur ce sujet. Participer, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Et c'est bien pour ça que le pouvoir d'agir est important. Venir à une réunion, c'est exprimer des choses qu'on a à en dire, quelquefois participer à 2-3 réunions, et puis quelquefois c'est difficile de savoir comment ça va pouvoir avancer derrière. C'est pas parce que les acteurs décideurs ne le veulent pas, mais parce que c'est complexe. Donc on est parti d'un autre postulat. On est animateur du lien social dans les centres sociaux, et l'idée c'est que l'habitant étant au cœur, l'habitant étant l'acteur, c'est de vraiment travailler avec les habitants, de travailler à une écoute large. Nous, on l'appelle comme ça, une forme peut-être de veille sociale, de voir un petit peu comment ça se passe, et d'accompagner des habitants qui seraient concernés par une situation commune. On dit aussi un problème, parce que ça arrive, de difficultés d'incivilité, de difficultés d'insalubrité, de difficultés de garde d'enfants. Il se passe un tas de choses dans les quartiers, on en est tous témoins. Eh bien, comment ces personnes peuvent se regrouper, peuvent échanger ensemble et rentrer dans la roue de l'agir et agir ensemble pour aller trouver une solution. Et ce ne sont pas les centres sociaux qui vont aller vers les institutions qui sont en charge peut-être de les aider à arranger leurs difficultés ou à carrément résoudre leurs difficultés, c'est bien eux qui vont être accompagnés. L'animateur de centre social, le professionnel animateur de centre social, il est un passeur. Il n'est pas celui qui va accompagner, qui va prendre par la main. Il va donner les moyens à l'habitant d'agir et de pouvoir résoudre ses difficultés. Alors on parle beaucoup de pouvoir d'agir, mais c'est bien d'en parler, il faut aussi en faire. Et ce n'est pas forcément facile. Et on s'est aperçu que, par exemple, sur les territoires politiques de la ville, accompagner des groupements d'habitants, mais vraiment d'un intérêt total. Mais c'est souvent important que la posture des professionnels soit commune. S'il n'y a que les professionnels des centres sociaux qui sont dans cette posture, c'est peut-être un peu restreint. On a l'humilité de dire qu'on n'est pas partout.
Par contre, on est aussi animateur du lien social, autant avec les habitants, mais peut-être un peu aussi sur les territoires, et de travailler avec les partenaires des territoires à justement s'organiser pour être des passeurs et avoir une écoute qui soit commune, et à travailler avec les habitants dans une écoute commune et dans un partenariat commun. Voilà comment on peut arranger, et en tout cas, voilà comment on travaille aujourd'hui, mais je pourrais en dire long. Merci, oui, on pourrait faire une journée complète sur le pouvoir d'agir. Allons-y, on est prêt. Merci beaucoup pour... Alors, je ne sais pas, moi je suis prêt, enfin je ne sais pas, peut-être la prochaine fois. Mais merci beaucoup déjà pour ces premiers éléments de réponse. Et pour terminer, avant de donner la parole à notre chercheur, Madame Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, donc à l'échelle de la commune, on a vu, il y a dans les interpellations toujours autour de cette question de la participation, cette espèce d'exigence de transparence, de savoir aussi jusqu'où vraiment on peut aller avec nous, habitants, jusqu'où on peut aller dans la décision. On a entendu parler de John aussi tout à l'heure de codécision, jusqu'où on peut emmener les habitants. Et il y avait cette interpellation très, très forte du droit de suite aussi. C'est-à-dire à quel moment on revient vers nous, à quel moment, à toutes les étapes, nous, habitants, on peut jouer un rôle. Donc moi, j'aimerais bien savoir, vous, en tant que maire, à la fois les marges de manœuvre que vous avez, mais peut-être aussi les limites pour ce dialogue un peu sur le long cours et ce droit de suite notamment. Forcément, enfin, tous les maires des villes les plus populaires sont, ou en tout cas qui ont des quartiers en politique de la ville, sont très vite interpellés sur la question de la participation des habitants, parce que c'est la première question qui, en tout cas le sujet, lorsqu'on est un élu local de ville populaire, c'est la question, y compris de la participation des habitants aux élections. Et donc, la réflexion qui a été la mienne pendant longtemps, qui est encore la mienne, mais je dirais juste un mot, son évolution, ça a été de se dire si on convainc que l'action publique sert à quelque chose, parce qu'on l'a construite avec les habitants, parce qu'ils en ont vu les résultats et les fruits, alors ils se diront qu'il y a un enjeu à participer à l'exercice démocratique, parce qu'il y a un enjeu sur la vie du quotidien. Et c'est ainsi que je me suis beaucoup engagée sur la question des conseils citoyens. J'ai vu Mohamed Meshmach, donc c'est après son rapport Meshmach-Baquet. Et c'est vrai que le conseil citoyen, table de quartier, avec, donc du coup maintenant on est 10 ans après la loi qui les a installés, et avec deux réflexions. La première, et j'entendais l'habitant qui intervenait en disant la question de la formation est utile, comment la fait-on pour justement participer et peut-être co-construire, et j'y reviens juste après. Et donc, le premier sujet important, c'est comment on convainc les conseillers citoyens, les habitants, de l'importance de leur participation. L'idée était initiale qu'à la fois, il fallait pouvoir faire de la formation, mais qu'ils puissent participer à toutes les instances de décision. C'est ce que disait Béatrice Vessillier tout à l'heure, c'est-à-dire y compris au comité de pilotage. Parce que c'est ce qui donne le droit de suite, en réalité, la co-construction, c'est-à-dire être dans l'instance où on décide, au niveau de la mairie, au niveau de la métropole, et quand on va à l'ANRU à Paris, quand on est sur le renouvellement urbain. Ce que j'ai pu faire, moi, en tant que maire de Vaud, en faisant toutes les étapes avec les citoyens. Quel est le frein ou la difficulté de l'exercice? C'est qu'évidemment, nous sommes sur des temps très longs, et c'est la question du droit de suite. Sur des villes qui sont en perpétuelle transformation, moi la mienne, elle est en politique de la ville depuis ses débuts, donc depuis 45 ans. Et donc il faut à un moment et à la fois se dire qu'on en verra les fruits, qu'il y aura un achèvement, un horizon qui est entendable, et que sur ce temps long, on garde un groupe d'habitants qui puissent y consacrer du temps, sachant que ce sont des habitants qui le font uniquement bénévolement, et c'est le deuxième point à mon avis pour améliorer les sujets, c'est qu'on ne peut pas être sur le même temps quand des habitants travaillent, font ça en plus, ou d'ailleurs ne travaillent pas mais font ça en plus, et quand parfois accessoirement on leur demande de le faire sur les temps sur lesquels travaillent ceux qui suivent les projets, c'est-à-dire pendant la journée, ils ne se font pas le soir, et donc on a à la fois des contraintes très pratiques du quotidien pour réussir l'exercice, et puis après cette question du temps avec des habitants dont la vie évolue, des jeunes qui grandissent, qui partent, des habitants qui ne peuvent pas suivre un projet sur 15 ans, qui est le temps d'un projet en termes politiques de la ville. Et donc il me semble qu'il faut que nous acceptions de concerter, pas seulement sur du renouvellement urbain, mais travailler sur tous les sujets. Quand nous, on a introduit à Vaux-en-Velin les habitants dans nos comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance,
qui sont des comités dans lesquels il y a le maire, préfet, procureur, et on parle des questions très importantes pour les habitants de sécurité. Donc on n'est pas en train de faire du renouvellement urbain, mais on sait que c'est la condition de la réussite du renouvellement urbain. Eh bien, il faut accepter de dire qu'avec des habitants, à un moment, on va partager des choses sur la sécurité, sur les sujets les plus délicats liés au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. Et donc, quand on fait cet exercice-là, moi, je crois derrière, on décline, parce que de cet exercice-là est née une nouvelle politique dite de justice de proximité à Vaud et maintenant dans d'autres villes. Elle est née de la rencontre très claire à un moment entre des habitants, le procureur et le préfet. Et donc, je plaide aujourd'hui pour que, à la fois on préserve, mais parce qu'il y a un grand débat en ce moment sur le statut du Conseil citoyen, ce qu'on poursuit ou tout. Moi, je plaide pour qu'on continue à avoir une participation d'habitants qui se forment, qui s'investissent. Et que dans le même temps, on ait des temps de concertation sur des sujets de la vie quotidienne sur lesquels on concerte moins en réalité. Et enfin, pour les institutions et les élus, il y a toujours la capacité, mais c'est de plus en plus le cas, je crois, aujourd'hui, sur ces 10 dernières années, de se remettre en question et de se dire que même si on travaille un sujet depuis très longtemps, qu'on en a vu tous les aspects, qu'on y a passé des jours, eh bien, il faut accepter d'être remis en question et par les habitants eux-mêmes, et c'est peut-être la partie sur laquelle il faut encore que nous puissions progresser. Parce que très souvent, l'expertise d'usage, et je m'en arrêterai là parce que je suis sûrement trop longue, sur l'expertise d'usage, on se rend compte que les remarques des habitants sont toujours pertinentes, et pour avoir fait l'expérience, et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la conclusion qu'ils tirent des remarques, mais malgré tout, quand quelqu'un interpelle sur le quotidien, sur ce qu'il vit par rapport à ce qu'on a comme schéma théorique, c'est toujours en réalité pertinent. La question est comment on fait coïncider une analyse plus large qu'on peut avoir techniquement parce qu'on a fait des études sur le sujet et le quotidien que vit l'habitant peut-être sur un quartier plus concentré. Donc moi, je plaide pour qu'on ait des formes de concertation et sur des durées de projet, des types de projets plus variés, plus divers. Voilà. Merci beaucoup, ça répond exactement à ces interpellations, sujet, échelle, temporalité différente. Merci beaucoup pour ces propos-là. On va peut-être donner la parole, vous êtes habitués à maintenant ce petit rythme. À la fin, on termine par un chercheur ou une chercheuse. Pour le petit pas de côté, on appelait ça comme ça. Donc Hélène Balazard, vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'ENTPE, École nationale des travaux publics de l'État. Il manquait Donc si vous voulez nous poser un petit regard sur ce que vous avez entendu de cette séquence, on vous écoute. On est 3 de l'ENTPE autour de... Voilà, on est bien entouré. L'ENTPE, maintenant ça s'appelle l'École de l'aménagement durable des territoires, mais on a gardé l'acronyme un peu anachronique. Et c'est basé à Vaux-en-Velin. Alors pour revenir il y a deux fils qui m'ont bien interpellée quand j'ai lu les comptes rendus des 2 ateliers. C'est d'une part l'omniprésence un peu de la thématique qui est pourtant pas dite dans ces 2 ateliers-là, qui était bien mise en avant sur l'atelier sur l'emploi mais qui ne l'est pas ici, qui est la question des discriminations. Et j'ai bien entendu Madame l'adjointe à la défenseuse au défenseur des droits, la déléguée au défenseur des droits, qui a dit qu'elle était heureuse de voir que la discrimination était remise vraiment comme sujet central du prochain contrat de ville. Moi, j'attends de voir si ça va vraiment être le cas, parce que là, par exemple, c'est pas quelque chose qui est vraiment qui fait lien entre plusieurs demandes qui sont apparues notamment dans l'atelier cadre de vie, où on a parlé de discrimination. Je crois qu'il y a la question du contrôle aux faciès qui était abordée. Il y a la question de avoir des filles et des garçons dans les espaces publics et des espaces de jeu et de sport qui soient bien pour les filles et pour les garçons. Enfin bon, bref, on voit que c'est une thématique qui revient, et en France, au niveau national, on manque terriblement d'une vraie ambition en termes de lutte contre les discriminations, qui ne soit pas juste individualisante et moralisante sur si vous êtes victime de discrimination, c'est un peu de votre faute, mais
qui soit vraiment un sujet bien structurel, où c'est en fait la société qui doit se mettre en ordre de marche pour pouvoir intégrer tout le monde. Et donc si au niveau de la métropole de Lyon c'est possible de le faire, ça sera une grande avancée et un bel exemple pour le reste de la France et de la République. Le deuxième fil rouge, c'était autour de la démocratie d'interpellation. Là, pour le coup, moi, c'est un des sujets sur lesquels je travaille depuis longtemps. Et là, la métropole de Lyon, vous êtes vraiment saisis de cette thématique de l'interpellation. Nous, on essaye de mettre en avant avec d'autres chercheurs et chercheuses que la démocratie d'interpellation, c'est un des piliers qui permet à la démocratie de vraiment exister et vivre, être vivace. Et on a la démocratie représentative qui est incomplète, qui a des dysfonctionnements, alors notamment l'abstention, et on est la principale illustration. Mais il y a du coup des dispositifs participatifs, et là on en fait partie, qui sont souvent mis en place par des institutions et qui ont aussi leurs limites. Le fameux, c'est toujours les mêmes qui participent. On a du mal à voir quel lien on a au final après à la décision. Bref, et du coup, on a cette démocratie d'interpellation qui est là aussi pour essayer de secouer un peu là où il n'y a justement pas d'offre de participation qui correspond à une demande. Et on a parlé, Mohamed Meshmash a parlé de cette demande qui était faite dans le rapport Baquet-Meshmash d'avoir un fonds d'initiative citoyenne autonome qui n'existe toujours pas et qui fait que, par exemple, dans les centres sociaux, il y a plein d'expériences autour du pouvoir d'agir, mais qui s'arrêtent souvent quand il y a des interpellations des habitants, mais qui, en fait, s'ils vont jusqu'au bout, ils vont perdre leur financement, parce que les centres sociaux ne sont pas autonomes et dépendent notamment des financements des collectivités locales, contre lesquelles, des fois, ils ont des demandes. Et du coup... Ça pose pas mal de questions et du coup, ce qu'il faudrait en fait, c'est avoir à chaque fois quand on fait une concertation ou quand on a envie de faire participer les habitants, c'est vraiment de mettre les moyens et de montrer est-ce qu'on veut vraiment faire participer les habitants. Parce que des fois, on a l'impression qu'en fait, on veut pas, on veut que les habitants ils soient là plutôt comme des pots de fleurs, on leur donne pas la parole. Ce matin, d'ailleurs, ça a été un peu le cas pour certains d'entre eux. Mais veut-on vraiment faire la participation? Parce que, par exemple, des fois... je suis un peu le poil à gratin, je crois que c'est ça notre rôle aussi. Il y a beaucoup d'associations, moi j'en connais beaucoup, dans les quartiers populaires notamment, qui font un travail incroyable, notamment qui mobilisent des personnes éloignées de la politique qui vont vers ce fameux aller vers qu'on essaye de faire. Et il faut des moyens humains et en fait il y a beaucoup d'associations qui font déjà ce travail-là et qui font des fois un travail vraiment essentiel, parfois à la place des services publics, comme monsieur l'a signalé avec le problème des ascenseurs qu'il y a eu dans des bâtiments, mais qui sont en fait souvent empêchés, freinés, si ce n'est dissoutes pour certaines d'entre elles. Du coup, là, on se pose la question, mais est-ce qu'on veut vraiment de la participation des habitants quand ça se passe comme ça? Et c'est assez fréquent, en fait. Il y a d'ailleurs un observatoire des libertés associatives qui est créé au niveau national pour recenser ça et qui sonne l'alerte à ce niveau-là. Je crois que Passons-nous fait partie de cet observatoire notamment. Et leur faire confiance, c'est notamment faire confiance à ces associations, c'est être transparent et aussi pouvoir s'en servir comme relais. Être transparent, c'est quand on s'adresse à elles, c'est avoir un objectif clair en tête, dire ce qui est décidé, ce qui n'est pas décidé, et ne pas arrêter la relation quand on découvre des désaccords, des conflits, mais au contraire s'en servir pour essayer de construire des accords. Et sur la participation, alors moi je trouve que pour observer un peu tout ce qui se fait au niveau de la participation au sein de la métropole de Lyon, depuis je dirais presque 15 ans, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès. Le fait qu'on parle notamment d'interpellation, et ça va dans le bon sens, mais du coup on observe encore une hiérarchie des savoirs, des pouvoirs, par exemple, je crois que dans les horaires des ateliers qu'il y a eu pour ces assises, c'était des horaires en journée, donc c'était pas évident pour les participants, les habitants, de pouvoir participer. On aurait pu peut-être, c'est des associations qui m'ont dit ça, leur confier en fait le travail de faire le relais, de leur confier un kit de la participation pour qu'elles-mêmes puissent faire le relais auprès des habitants avec qui ils ont l'habitude de travailler pour pouvoir faire remonter. Et aussi peut-être autre chose là, et là je vous interpelle un peu tous, c'est sur l'objectif de cette journée, si j'ai bien compris, parce que voilà, c'est bien d'avoir des objectifs clairs, alors peut-être que j'ai pas bien compris, mais c'était en partie de voir qu'est-ce que tous ces ateliers permettaient d'apporter au futur contrat métropolitain. Et c'est
c'est pas pour moi très clair encore. Les réponses aux interpellations qu'il y a eu étaient pour moi pas assez concrètes sur, du coup, merci pour ces interpellations, voilà ce qu'on va mettre, ce qu'on va traduire concrètement dans le futur contrat métropolitain. Et alors peut-être que parce que les interpellations n'étaient pas encore assez concrètes et qu'il faut aller vers des demandes plus concrètes pour avoir des réponses plus concrètes, peut-être. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai peut-être été assez longue. Merci beaucoup, Hélène Balazar. C'est intéressant, c'est des interpellations qui amènent d'autres interpellations, et notamment je me sens interpellé sur le format de cette journée, on se sent interpellé sur le format de cette journée et le peu d'interactions qu'il y a, mais je crois qu'en effet on assume aussi le fait qu'il y a eu énormément d'interactions dans les 8 ateliers qui nous ont amenés à cette journée-là, et il y aura sûrement beaucoup d'interactions sur la construction du contrat de ville aussi. Voilà, mais on est à un moment un peu charnière, mais je suis d'accord pour dire qu'on pourrait être beaucoup plus interactif, ce qui m'amène à demander à Émilie. On a quelques réactions, questions. On a quelques réactions. Je pense que certains sont un peu plus dans une phase de digestion que ce matin. Mais en tout cas, des remarques sur l'importance effectivement de la concertation entre professionnels des quartiers et participants, avec même aussi des notions d'aller vers les habitants dans les quartiers pour mettre en place ces démarches de participation. Une priorité que vous avez été nombreux, enfin en tout cas plusieurs, à soulever sur l'importance de pouvoir améliorer le confort des résidents, intervenir sur le cadre de vie, à travers des actions sur le court terme et aussi dans le long terme pour embarquer les habitants et agir significativement donc, sur leur cadre de vie, avec aussi une remarque pour améliorer la solidarité. Il serait peut-être possible de faire de la mixité sociale à l'intérieur même des résidences. Et enfin, plutôt une interpellation, ou en tout cas un élément à mettre en avant que quelqu'un parmi vous a posé en disant quand même, sachons reconnaître notre travail collectif dans le sens de la participation citoyenne. Quelle autre politique publique agit autant et systématiquement dans ce sens ?